Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, nous allons partir ensemble à la rencontre d'Anaïg, qui est paludière à Guérande. Bien plus qu'un métier, nous allons partir en immersion dans les marais salants. Vous connaissez ? Moi, quand on me parle de marais, j'ai plein de souvenirs qui me viennent en tête. D'abord, je pense au film Les Enfants du Marais. Si vous ne l'avez pas vu, surtout foncez, c'est vraiment la garantie d'une parenthèse de douceur et d'émotions calmes et tendres. J'ai aussi des super souvenirs de balades en vélo à l'île de Ré, en plein milieu des marais. Pas un bruit, juste le vent et tout autour de l'eau calme, des oiseaux. C'est vraiment splendide. D'ailleurs, il faut que je vous raconte. Un jour, on se baladait à vélo avec ma fille, donc en plein milieu des marais de l'île de Ré. Et on s'est arrêté acheter du sel qui était laissé là en vente, en libre service, sans personne pour surveiller qu'on allait bien laisser l'argent dans la petite urne placée à cet effet. Et j'avoue avoir été encore plus charmée par ce petit moment suspendu, sans caméra de surveillance, juste avec le sentiment qu'on vivait entre personnes bienveillantes et civilisées. Allez, place à l'interview. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, un petit 5 étoiles nous fait toujours plaisir. Pensez aussi à le partager à votre entourage et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous inviter à découvrir vous aussi un métier méconnu en laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou bien aussi sur notre compte Instagram. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anaïg. Bonjour. Alors aujourd'hui, je reçois Anaïg qui est paludière. Alors, si je dois être parfaitement honnête, je connaissais pas ce mot il y a encore quelques mois. J'ai rencontré Anaïg en septembre, qui en plus d'être paludière est aussi guide et présente son métier et les salines aux touristes de passage à Guérande. Après la visite, je suis allée voir Anaïg et en fait, elle le sait pas, mais c'était la première personne que j'osais accoster pour lui parler de mon podcast. Et elle a accepté super spontanément et a accueilli mon projet avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, Anaïg, j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais je te remercie parce que tu m'as prouvé que c'était pas fou, en fait, d'accoster les gens comme ça et qu'il y avait beaucoup plus de chances, finalement, d'avoir un retour positif que je ne le pensais. Alors, Anaïg, même si on se rencontre pas pour cette interview à cause du confinement, voilà, je tenais à te remercier pour me consacrer un peu de temps et puis pour nous présenter ton super métier. Mais avant ça, tu sais, je voulais qu'on parle un petit peu d'un livre ou d'une expo, d'un film, d'un lieu, d'une musique, enfin, quelque chose qui t'a ému et qui t'a plu et que tu voudrais nous partager. Alors, est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir ? Oui. En fait, pendant les vacances, là, j'en reviens depuis une semaine, j'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Voilà, une amie qui me l'a conseillé. Alors, c'est pas une histoire très gaie au départ. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui apprend qu'il a un Alzheimer précoce et donc sa vie est très très écourtée. Et il publie, en fait, il veut partir en camping-car avec une personne qui va l'accompagner sur ses derniers mois ou dernières années. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est cette connexion, donc ils partent dans les Pyrénées, cette connexion à la nature, vivre le moment présent, toutes les belles choses qu'ils ont vues. Alors, ce qui était drôle, c'est que j'étais en vacances dans les Pyrénées, donc sans doute que ce livre aussi a fait écho, par rapport à ce que je vivais pendant les vacances. Et en fait, même avec une histoire triste, en fait, elle en a fait quelque chose de très très positif. Et voilà, j'ai adoré en fait ce livre et je n'arrête pas d'en parler à mon entourage. Ah bon, il a l'air très beau, effectivement. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. J'ai vu une vidéo il y a quelque temps d'une famille comme ça, où une famille avec 3 enfants et le papa, effectivement, apprenait qu'il avait une maladie. Donc, c'était une histoire réelle. Du jour au lendemain, en fait, ils ont tout vendu. Ils ont vendu leur baraque, tous les biens qu'ils avaient. Et depuis, ils vivent en camping-car et ils font le tour du monde.
justement pour profiter des derniers instants. Alors, je sais plus quelle était la maladie du monsieur, mais voilà, pour profiter des moments, comme quoi ça existe réellement. Ah oui, effectivement, ça doit pas être super gai, mais par contre super beau. Non, non, mais en fait, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oh là, pour les vacances, c'est pas terrible ça. Et puis et en fait, on se laisse embarquer avec ce jeune homme et cette jeune femme parce qu'il part avec une jeune femme, avec leurs deux histoires où elle aussi a une histoire un peu compliquée. Mais en fait, on vit les randonnées avec eux, on vit, elle fait beaucoup de méditation, donc en fait, elle nous emmène dans sa méditation. Et en fait, on a l'impression d'être avec eux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quoi, et je me suis aussi dit, finalement, tout ce qui, la vie simple, c'est vers quoi j'aimerais tendre, en fait. Ouais, ça fait écho à tes envies, quoi. Ah ouais. Surtout en cette période-là, où on se dit, finalement, faut peut-être qu'on vive le moment présent, et puis les projets sont un petit peu. On en a des projets, mais moi j'ai pas envie de les voir à long terme pour l'instant. Et en fait, je me suis dit profitons du moment présent. Et alors c'est vrai qu'on est aussi nous dans une région où on peut profiter de la nature. On est privilégiés quand même. C'est pour ça, je pense que ce livre m'a bien parlé parce qu'en fait, c'est ce qu'on vit ici. Et puis des fois, on est en train de chercher autre chose ou se dire oh là là, on va faire ci, on va. Et c'est vrai qu'on vit avec la nature. Et là, tu vois, en ce moment, par exemple, c'est le moment creux du Marais. Alors qu'il y a quelques chantiers quand même pour ceux qui remettent en état. Mais c'est quand même très tranquille. Et souvent, moi, je dis à mon entourage, j'entre en hibernation là. Même si je vois du monde, là, un peu spécial, mais j'entre un peu en hibernation. Puis je trouve qu'on a un rythme. Quand je travaillais avant que j'étais salariée, des fois t'es fatigué, l'hiver, parce que il faut quand même aller faire tes 8 heures, faut quand même. Là, on est au ralenti, et puis on va se réveiller au mois de janvier pour retourner un peu au Marais. Ouais. Et puis plus ça va aller, plus les jours vont allonger, et puis plus nos journées vont aussi être importantes. Ouais. Mais on travaille, on est complètement avec la nature. Merci, en tout cas, ça me motive bien pour lire le bouquin, donc je retiens. Ouais. Je t'avais posé une deuxième question aussi, je te l'avais posée un petit peu en amont pour que c'est le temps de réfléchir, c'était si tu avais une anecdote à propos de ton métier, au sujet de ton métier, qui t'a, insolite, drôle, émouvante, enfin peu importe, mais quelque chose qui t'a marqué et que tu voudrais nous partager aussi. Alors, j'en ai deux là. Ah, t'as le droit à deux, Ouais, j'ai le droit à deux qui sont arrivés là, cette année. Donc déjà, ça on le vit souvent, mais cette année c'est encore plus l'éclosion de poussins, donc des œufs, une naissance des poussins sur le Marais. Et cette année, il y en avait énormément. Et tous les soirs, on faisait notre tour et on regardait les œufs qui commençaient à être percés. Et on savait que le lendemain matin, soit il y aurait un oiseau, soit on le verrait sortir. Et donc ça a été, on a fait des vidéos qu'on a envoyées aux copains, qui pouvaient pas voir ça. Ah c'est beau ça, c'est sympa ça, à vivre. Donc ça, c'était et c'est vrai qu'avec mon mari, c'était au mois de juin, mais alors à chaque fois, alors c'était nos bébés quoi, vraiment. Puis alors on les voyait partir et puis on voyait où ils allaient. Ça a été vraiment super. Et c'est vrai que cette année, j'ai pu le vivre grâce au confinement parce que je ne faisais pas de visite. Généralement, au mois de mai, juin, je fais plein de visites et je suis un peu moins dans le Marais, à travailler dans le Marais. Et donc, je suis moins aux aguets avec tout ça. Et là, cette année, j'y étais toute la journée, donc j'ai pu vivre ça. C'était pas mal. Voilà un point positif. On en parlait tout à l'heure des points positifs du confinement. Ok, du coup, tu avais une deuxième anecdote, Ouais, alors ça, c'est aussi suite au confinement où on nous parle tout le temps de distanciation. Et je sais pas si tu te souviens, la saline, t'as les œillets avec les ladures rondes là où on pose le sel. Et mon truc, on s'était dit au déconfinement, si on aura des copains qui viendront boire l'apéro sur la saline, ce qui serait rigolo, c'est de faire une photo avec chacun sur une ladure, ces petits ronds là. Et pour les 25 ans de notre fille, elle a invité des amis et je leur ai demandé de se mettre chacun sur un petit rond et poster ça sur Facebook en disant que dans le Marais Salon,
la distanciation, il n'y avait pas de souci, quoi. C'était possible. Et qu'on pouvait vivre librement dans le Marais. Bon, en plus, vous êtes complètement à l'air, hein. Pour le coup, vous, la distanciation et tout ça, Ah bah voilà. c'est pas le métro, quoi. Ouais. Enfin, ça va. Non, ah non, pas du tout, non. Non, non. Pas de Nantes dans C'est le sympa de Marais. faire l'anniversaire dans le Marais, je trouve ça super sympa. Ben ouais, puis là, ça avait été rigolo parce qu'on avait emmené la plancha à gaz aussi, donc grillade. Enfin ouais, non, ça avait été Ah bah j'aurais très bien sympa. aimé être là. Eh ben écoute, si l'été prochain, tu reviens dans le coin, on se fera un Ah petit ouais, truc comme ça. avec grand plaisir. Ouais, ça me ferait super plaisir. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ces deux anecdotes pour le prix d'une. Alors, on va repartir un peu au démarrage, parce que j'aime bien toujours comprendre comment les personnes sont arrivées dans ce métier, comment elles ont découvert. Est-ce que, alors c'est soit par les études, l'environnement, par la famille, enfin, voilà. Comment, quelles études tu as faites et qu'est-ce qui t'a amené un jour à devenir paludière? Alors j'ai cru comprendre d'ailleurs du coup que tu as été salariée. Donc quel a été ton parcours avant d'arriver à ce métier-là? Alors moi, j'étais éducatrice, hein, donc je travaillais auprès d'adultes handicapés mentaux. Donc je faisais de l'internat, je travaillais donc beaucoup les soirs, les nuits, les week-ends. Donc au départ, sans enfant, c'était très bien parce que ça me laissait du temps libre. Et puis quand j'ai commencé à avoir mes enfants, c'est vrai que je partais travailler quand eux rentraient de l'école. Enfin, je travaillais un week-end sur deux. C'était voilà, pour la vie familiale, c'était un peu compliqué. Et puis mon mari faisait aussi la même chose. Et lui, c'est lui qui au départ a voulu changer de travail, donc devenir paludier. Moi, j'ai continué mon métier pendant 5 ans à peu près. Et il y a eu un moment, j'en ai marre de ces horaires. J'avais aussi, puis on était en décalé parce que moi l'hiver, j'arrivais pas à prendre trop de vacances, donc lui avait moins d'activités, moi je travaillais. L'été, lui il travaillait beaucoup, moi j'avais des vacances, donc c'était un peu compliqué. Ouais, le rythme était moins compatible, quoi. Mm. Voilà, c'était pas trop compatible. Et puis donc j'ai arrêté. Voilà, pour des raisons familiales ou avec les enfants. Donc on a eu après 2 filles, on a eu des jumeaux. Donc là, il a fallu changer un peu le rythme enfin ça a changé bien notre rythme de vie. Et j'ai commencé en fait, alors je cueillais la fleur de sel quand même l'été parce que voilà. Tu l'aidais en fait, du coup tu l'aidais dans l'exploitation, quoi. Voilà, ouais, l'été, ouais, ce que je pouvais faire. Et puis quand j'ai arrêté, j'ai pris un congé parental et quand il a fallu reprendre, je ne me voyais pas reprendre mon travail quoi, avec ces horaires décalés. Et juste à ce moment-là, Terre de Sel, en fait, ça grandissait. Et donc, mon mari me dit, pourquoi tu ne ferais pas de visite niveau pédagogie avec les écoles, ça pourrait peut-être concorder. Donc, j'ai commencé comme ça. Attends, Anaïk, juste du coup, je me permets, à Terre de Sel, du coup, c'est la coopérative, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est en fait, c'est la vitrine de la coopérative. Tu as une boutique et puis tu as là où on fait donc toutes les visites, quoi, le lieu d'exposition et puis et visites au grand public et puis toutes les écoles aussi. C'est ça. Allant de la maternelle jusqu'à études supérieures. Et donc, j'ai commencé à faire des visites et puis, voilà, j'en parlais du métier. Alors, il y avait quelques trucs techniques que je ne connaissais pas trop. Voilà, je demandais à mon mari, enfin bref, jusqu'au jour où, en visite, plusieurs fois, on me dit, mais qu'est-ce que vous aimez votre métier, quoi, parce que c'est vrai que j'étais pas paludière, mais j'en parlais quand même comme d'une paludière, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, oui, je l'aime ce métier-là, quoi. Donc, à part cueillir la fleur de sel, je pourrais peut-être m'y mettre aussi. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis mise dans l'exploitation avec mon mari. Et puis, ouais, un petit moment, voilà, ouais, une dizaine d'années, je travaille avec lui. Et est-ce que tu as dû suivre une formation ou est-ce que tu as appris sur le tas avec ton mari? Ouais, alors moi, j'ai appris sur le tas avec mon mari. J'ai pas fait de formation. Lui en a fait une. On en parlera tout à l'heure, mais tu m'as expliqué pendant la visite, hein, enfin tu as expliqué au groupe, j'étais pas toute seule, mais qu'effectivement il y avait une formation avec aussi un système de, alors je suis pas sûre d'apprentis, mais enfin que vous preniez sous vos ailes en fait des jeunes apprentis, hein, pour leur expliquer le métier, Oui, quoi. c'est ça, ouais.
Ok. Ouais. Mais en fait, c'est une formation qui est sur une année. Et chaque stagiaire a un maître de stage qui est paludier. Et donc la formation se répartit entre cours théoriques, donc en salle, et cours pratiques, enfin après sur l'exploitation. Et le stagiaire a lui-même entre 15 et 20 œillets. Donc il produit son sel lors du premier été. D'accord. Et par contre, la deuxième année, lorsqu'il s'installe, c'est vrai que le maître de stage le suit aussi parce que en un an, mais comme beaucoup de métiers, on n'a pas toutes les ficelles du métier, quoi. Donc souvent, le maître de stage suit pour l'installation, pour remettre en état. Oui, en fait, après, il fait du tutorat et il est là un peu pour l'encadrer, le conseiller au moindre souci, quoi. Ok. Alors, est-ce que je peux te demander aussi, parce que bon, moi, j'ai suivi la visite, j'ai eu cette chance, donc je vois à peu près maintenant comment ça fonctionne, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une saline, les marées, enfin, voilà, un peu comment tout ça fonctionne, comment c'est construit aussi, enfin, bref. Alors, les marais salants existent depuis presque 2000 ans. Hein. Ce sont les Romains qui ont apporté cette technique solaire. Ensuite, les moines ont participé à toute l'organisation des circuits d'eau, l'organisation des salines. Donc, pour faire du sel à Guérande, on a besoin d'eau salée, du soleil, du vent et de l'argile. Et donc, c'est grâce à cette argile qu'on va façonner la saline et tous les bassins et tout le circuit hydraulique. Donc, on va amener de l'eau. Là où on était pour la visite, on était à peu près à 4-5 kilomètres à un vol d'oiseau de l'océan. Donc, il va falloir que l'eau arrive jusque dans des bassins de stockage, de rétention, grâce à la marée haute. Donc, tous les 15 jours, grâce à un fort coefficient de marée, l'eau va entrer dans ces bassins qu'on appelle vasières. Et ensuite, cette eau va être distribuée, va être acheminée dans la saline. Donc la saline, ça va être l'ensemble de bassins d'évaporation et de cristallisation. Donc le travail du paludier, ça va être de gérer cette eau au mieux pour avoir une bonne production de sel. Donc l'eau, on va commencer à l'amener en mars parce qu'il va falloir on dit qu'il faut 1 mois de soleil, 1 mois sans pluie pour commencer une récolte. Donc, et je me souviens, tu nous expliquais pendant la visite que en fait vous regardiez tout le temps la météo parce qu'en fonction de ce qui était annoncé, en fait, vous ouvriez vous ameniez plus ou moins d'eau en fonction de ce qui était prévu, quoi. Et ça jouait sur la récolte et le temps de séchage finalement, enfin d'évaporation, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On est tout le temps, alors surtout en été, alors au printemps aussi, mais comme on est là tout le temps à préparer, on règle au fur et à mesure. Mais alors l'été, c'est vrai qu'on scrute les orages ou pas pour justement savoir si on ferme notre circuit d'eau ou si on continue ou si on ralentit en fonction de l'évaporation. Je me souviens notamment quand j'étais venue te voir à la visite, c'était donc fin septembre, et tu m'avais dit, a priori, ce sera la dernière récolte en fin de semaine, parce qu'on nous annonce des orages, et après ces orages-là, en fait, comme on était fin septembre, on reprendra pas forcément la récolte, donc ça va marquer, en fait, c'était l'orage qui allait marquer la fin de la saison, fin de la récolte. Je trouvais ça très... c'est vraiment directement lié à la nature. Alors, tu parlais d'argile. J'ai 2 questions débiles, mais très naïves. Mais est-ce que c'est l'argile, elle est là naturellement? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut être sur un terrain argileux pour pouvoir espérer faire un marais salant? Ou est-ce que vous l'emmenez, cette argile? Enfin, comment ça se passe? Ouais, non, elle est là naturellement en fait. Elle est arrivée par sédimentation. Avant, là où sont les marais salants, c'était l'océan qui recouvrait. Donc l'océan s'est reculé. Puis petit à petit, en fait, on a des roches, puis la sédimentation qui sont venues combler tout cet espace. Et on a de l'argile à peu près 6 à 10 mètres de profondeur. Donc elle est toujours là. Après, oui, à Guérande, l'île de Ré ou Noirmoutier, on fait du sel donc sur l'argile. Après, on pourrait aussi très bien avoir d'autres matériaux ou avoir des bâches en plastique. Enfin voilà, il faut quand même, l'argile, nous, est importante parce qu'elle est imperméable. Donc elle va retenir l'eau
et ce qui va nous permettre de façonner ces bassins. Eh bien oui, bien sûr, parce que si l'eau, elle va dans la terre, après, tu fais pas grand-chose. Ok, Voilà. et ça répond peut-être probablement à ma deuxième question, c'est que je me dis, mais après tout, je suis fou furieux, mais j'habite dans la Manche. Moi, je veux ma saline. Est-ce que je peux créer une saline ex nihilo là où je veux? Tant qu'il y a l'océan, évidemment, à côté, mais quelque part, tu as répondu à ma question parce qu'il faut quand même, du coup, de Ouais. l'argile, Alors quoi. oui, il faut la chine. Après, tu pourrais peut-être faire des bassins. Après, il faut amener l'eau. Donc bon, après dans la Manche, pourquoi pas. Après, il faut la météo. Non pas que je dis qu'ici c'est tout le temps beau, T'as- mais ouais, il faut quand même un climat. Alors après, il y avait ouais, il y a eu des salines, alors plus des fours à sel. Hein. Donc en fait, on utilisait le feu, donc peu importe après s'il y avait du soleil ou pas, on utilisait la source de chaleur avec le feu en fait, parce que si on remonte en Bretagne, on a retrouvé plein de fours à sel. Mais je pense, ouais, que quand même tout a été fait là par rapport au climat quand même. Mm, mm. Où, Ok, donc il y ouais, a quand même des endroits voilà. propices et on fait pas du sel n'importe où, quoi. Ouais. Il y a un truc qui Non, m'avait voilà. étonnée aussi pendant la visite, c'est que moi je pensais qu'il y avait que le soleil qui jouait. Je n'avais pas du tout Ouais. compris l'importance du vent en fait dans cette production de sel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son rôle? Ouais. Alors le vent, ouais, ici est très très important parce que bon, même s'il fait toujours très très beau ici, mais le soleil chauffe quand même pas assez fort. Donc en fait, le vent va donner ouais, très très important par rapport à l'évaporation, il va sécher. Alors après, ça dépend aussi des vents. C'est vrai que nous, on regarde la météo, mais on regarde souvent où sont les vents aussi. L'orientation, tu veux dire? C'est ça? L'orientation, est ou sud ou ouest. Enfin, quand ils sont ouest, bon, une petite brise de ouest, ça va. Mais s'ils sont trop forts, ça va nous emmener trop d'humidité. Donc là, on n'aura pas une aussi bonne évaporation. Les vents qui vont bien évaporer vont être les vents d'est, hein, en fait, qui vont bien assécher. Et c'est ce qu'on a eu tout le printemps, mars, avril, mai. On a eu des vents d'est, on a eu du soleil. Et c'est pour ça que la récolte a commencé très tôt cette année, fin mai. Ok, ok, Parce que ok. voilà, on a toutes les conditions là. Donc c'est vrai que le vent, alors c'est vrai qu'ici, souvent c'est ce que je dis aux visiteurs, bon, parce que les gens trouvent qu'il y a toujours du vent par chez nous, et heureusement quoi, parce que ça évapore, ça C'est nettoie bien les utile pour vous, quoi. Ok, ok. voilà. Alors, tu nous avais expliqué pendant la visite aussi que dans chaque œillet, hein, donc les œillets, c'est vraiment l'endroit où le sel est fabriqué, quoi. C'est là où vous ramassez le sel, hein, parce que sinon, il y a donc les fameux bassins de rétention. Enfin, c'est tout un système hydraulique qui était hyper compliqué, qui, mine de rien, tout ça a l'air très naturel, mais en fait, c'était assez compliqué avec des pentes pour que l'eau, naturellement, aille jusqu'à ces œillets. Et donc dans ces œillets, c'est là où vous récupérez le sel. Donc c'est vraiment des grands carrés. Je mettrai des photos, hein, mais c'est des grands carrés. Et donc dans ces œillets, vous ramassez à la fois du gros sel et de la fleur de sel. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la différence? Ouais. Alors le gros sel, lui, est gris. Hein, donc le gros sel, lui, va couler au fond du bassin, va mettre 24 heures à se cristalliser. Et donc comme au fond de nos bassins, on a de l'argile qui est grise, ce gros sel va prendre la couleur de l'argile. Donc nous, après, on va faire attention de pas trop racler d'argile pour pas que notre sel soit trop gris quand même, puis pour pas arracher les fonds argileux. Et on va avoir après la fleur de sel qui, elle, va se former en 2 ou 3 heures. Donc elle va se former dans l'après-midi. Alors elle est très capricieuse. Hein. Il y a même des collègues qui l'appellent la capricieuse parce qu'on peut avoir du gros sel et on peut ne pas avoir de fleur de sel. Si le ciel se couvre dans l'après-midi, si les vents sont trop chargés d'humidité, on n'aura pas de fleur de sel. Et donc elle est fine, elle flotte au-dessus de l'eau et elle est très blanche hein, parce qu'elle ne touche pas l'argile. Et on voit bien, hein, quand tu te balades, hein, tu vois bien cette espèce de peau au-dessus de l'eau que vous venez du coup ramasser. Alors c'est un geste qui est très particulier, tu nous l'avais montré, hein, mais qui est très doux parce qu'il faut vraiment ramasser le dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose de très physique parce que vous faites tout mécaniquement. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai regardé sur un des sites qui expliquait que c'est
une des catégories en fait d'exploitation agricole qui n'a pas d'engin mécanique, qui est resté avec des outils mécaniques, donc l'homme, et des outils en bois. Il n'y a rien de mécanisé. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant et très beau. Mais quand tu vois, c'est quand même des énormes perches avec au bout un espèce de râteau, enfin un truc qui ramasse, quoi. Une lame, enfin oui, une maille. Ouais, comme une spatule en fait. Voilà, c'est ça, comme une spatule où tu viens racler tout doucement et donc ça demande de la précision, mais avec un truc qui est au bout d'une perche de 2 mètres. Donc, enfin, je veux dire, il faut avoir des biscottos. Alors, tu nous expliquais que c'était pas que les biscottos, c'était aussi la position et que c'était super important d'avoir une bonne position pour pas se faire mal. Ouais, c'est ça, ouais, le geste. Ouais. Alors juste toute petite précision, donc c'est vrai que nos outils sont toujours manuels, enfin mais bon, on a quand même un peu plus de chance que les paludiers d'il y a 20-25 ans, où maintenant on a de la fibre de carbone ou fibre de verre. Donc là, c'est un petit peu plus léger quand même et plus souple. Alors justement, j'allais te poser la question de savoir si aujourd'hui vous ramassiez le sel comme il y a 100 ans. Qu'est-ce qui avait changé entre-temps et quelle évolution? En fait, est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions que ces outils en fibre de carbone? Alors le geste est toujours le même. Voilà, pour le gros sel, on va venir pousser l'eau. Enfin, ouais, c'est ça, former une vague pour que les cristaux de sel glissent sur l'argile. Et puis après, on va le sortir, on va tirer ce sel sur les ronds, là, les petites, les ladures. Mais voilà, non, ce qui change, c'est quand même l'outil qui est quand même beaucoup plus léger avec la fibre, enfin fibre de carbone. Et puis pour ramasser la fleur de sel, alors on dit cueillir la fleur de sel parce que voilà, on imagine bien le geste, cueillir c'est délicat, donc voilà, quand on va cueillir des fleurs, on va y aller tout doucement aussi. Et on utilise la lousse à fleur de sel qui est en fibre de carbone ou fibre de verre avec une petite planchette maintenant en plastique ou en inox. Donc voilà. Et là, l'inox, ça a été aussi une révolution parce que c'est très fin et on ramasse beaucoup plus de fleurs de sel avec cet outil. Donc c'est vrai que les techniques ont évolué grâce aux outils, mais le geste est toujours le même. Alors, une fois que tu as ramassé le sel, hein, donc tu poses le sel sur les ladures, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Donc, tu nous racontais aussi qu'il y avait parfois un peu de tri à faire s'il y avait des petites bestioles, des choses comme ça, et que une fois que ce tri-là était fait, alors il y avait un ramassage assez régulier pour pouvoir aller stocker ce sel-là à l'abri. Alors pardon. Non, vas-y. Pour la fleur de sel, en fait, on va la cueillir, on la met dans des brouettes et c'est vrai que c'est ça qu'on va trier parce que comme elle est à fleur d'eau, donc à ciel ouvert, y a les insectes qui viennent se poser dessus, les petits brins d'herbe. Donc on va faire un premier tri en mettant de l'eau très salée dessus. Tous les corps étrangers remontent à la surface dans la brouette. Et puis ensuite, on va faire un deuxième tri une fois que la fleur de sel va être dans nos caisses pour enlever les derniers corps étrangers. Et puis, régulièrement, effectivement, quand on est à la coopérative, on prend des rendez-vous et on va livrer notre fleur de sel. Et là, elle va être contrôlée pour voir s'il n'y a plus du tout de corps étrangers dedans. Donc sinon, on refait un autre tri pour enlever les derniers corps étrangers. Une fois qu'on a mis le gros sel sur les ladures, et bien avec une brouette, on va venir l'amener et le laisser sur le bord du marais salon, hein, qu'on appelle le trémet. Et là, on va le laisser là tout l'été en fait. Donc là, il va sécher. S'il pleut, on le recouvre d'une bâche pour éviter que ça qu'il y en ait trop à se dissoudre. Mais sinon, on va attendre la fin de la saison généralement, où là, on va le livrer ensuite à la coopérative avec des tracteurs. Ok. Et alors, petite question, est-ce qu'il y a des cuvées comme un peu dans le vin, tu vois? Est-ce que tu as des sels en fonction des années, en fonction de la parcelle? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des cuvées de meilleure qualité que d'autres? Enfin, tu vois? Au niveau gustatif, il n'y a pas de cuvée. Nous, on va dire qu'on a une bonne saison, c'est au niveau de la quantité, généralement. Voilà, ça va être le nombre de jours de récolte et du coup le nombre de la quantité de sel. Après, on peut effectivement avoir aussi une qualité différente si on a beaucoup d'orage.
nos œillets, le fond de l'œillet va être brassé, et à chaque fois qu'on va reprendre du sel, l'eau va être un peu trouble et peut salir le sel, peut lui donner un aspect plus gris. Et là, D'accord. dans ce cas, ça va être une moins bonne qualité. Ok. Mais au niveau gustatif, non. Alors tu nous expliquais pendant la visite que ça vous arrivait qu'il y avait des sels en fait qui étaient aujourd'hui aromatisés. En fait, mais ça c'est plus à la revente en fait, où vous pouvez adjoindre des épices, des herbes, etc. J'ai souvenir que tu me disais que celui qui était particulièrement bon, c'était le nature, parce que c'est là où on ressentait le plus finalement le goût de base. Mais effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, c'est à la mode de rajouter des sels avec des épices, avec des herbes, etc. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Voilà, la coopérative, alors on en fait des sels aussi aux herbes, mais la politique, c'est quand même d'essayer de garder ce sel naturel, quoi. Et après, de le cuisiner soi-même, de rajouter des épices si on veut, mais Ouais, de le garder finalement un peu pur, quoi, le sel, quoi. Ok. Voilà. Ouais, du coup, Anaïk, je voulais te demander, en fait, combien de sel, en fait, vous récoltiez en moyenne par an? Donc, nous, on calcule à l'œillet, parce qu'après, ça dépend combien chaque paludier a des productions, des exploitations différentes. En moyenne, donc un paludier a entre 40, 42 et 60 œillets à peu près. Et à l'œillet, en moyenne, donc c'est une moyenne, on compte sur 30 jours dans l'été, c'est 1 tonne de gros sel à l'œillet. Et fleur de sel, c'est entre 80 et 100 kilos. Donc cette année, on peut dire que c'était quand même une bonne saison. Enfin, on a eu des chiffres de la coopérative qui sont à 2 tonnes 100 à l'œillet. Donc voilà. Enfin, moi, ça m'avait impressionné. Je m'attendais pas à cette telle quantité, surtout quand tu me dis le nombre d'œillets que vous avez. Donc, je veux dire, par exploitant, c'est quand même assez impressionnant. Alors, tu parles de la coopérative. J'aimerais bien qu'on en discute un petit peu parce que, de mon souvenir, en fait, c'est aussi les coopératives en organisant et en structurant un peu le travail des exploitants qui a permis aussi de redonner un peu un élan au sel. Donc, je voudrais que... Et du coup, au métier aussi. Mais ça, on en reparlera juste après. Si tu peux juste nous expliquer le travail de la coopérative, en fait, l'apport. Ouais, alors là, la coopérative compte 200, un peu plus de 200 paludiers, 200 adhérents. Et donc la coopérative, elle, prend le sel de ces 200 adhérents et le conditionne et le commercialise. En fait, le rôle de la coopérative, c'est ça, c'est de commercialiser le sel des paludiers adhérents. Et cette coopérative est née il y a une trentaine d'années. Avant, tous les paludiers étaient indépendants. Parce que donc là, sur 300 paludiers, on a 200, je disais 220 à la coopérative, les autres sont indépendants. Et elle est née parce qu'il y a une trentaine d'années où le sel de Guérande ne se vendait plus parce que les gens ne voulaient consommer que des produits raffinés. Donc du sel blanc, qu'on va trouver plutôt qu'on trouvait dans le sud de la France. Et les paludiers ne vendant plus leur sel, ne pouvant plus en vivre, ont abandonné leur saline petit à petit et sont allés travailler, faire d'autres métiers. Et puis au même moment, donc c'était l'époque où le tourisme se développait dans la région, donc les promoteurs auraient bien aimé acheter le reste de Saline et construire un port, un port de plaisance sur ces marais salants. Donc les paludiers qui voulaient eux garder leur métier, les locaux se sont opposés à ce projet. Et là, les paludiers se sont aperçus qu'il fallait se regrouper. Et c'est là qu'est née la coopérative, en fait. Se regrouper pour faire des stocks de sel. Tu les as vus là en visite. Oui. Et ces stocks nous permettent de vendre du sel même quand on a une petite saison, quand il pleut beaucoup, ou une saison moyenne, ce qui nous permet d'avoir des revenus réguliers.
Et donc, Donc elle a vraiment un rôle clé parce qu'en fait, parce qu'elle permet effectivement, elle a pour vocation en fait de faire parler, de communiquer sur la qualité de votre sel et donc de vous faire connaître et ouais, de vous sécuriser aussi. Donc voilà, je ouais, trouve que c'est quand même, elle a un rôle super important. Je crois que de ouais, mémoire, tu m'avais dit le nombre de personnes qui travaillaient dans la coopérative et c'est pas la petite boîte quoi. Enfin, c'est pas le petit truc entre vous quoi. C'est ouais. très professionnel. Hein. Ben Et oui, oui. Ouais, il y a une cinquantaine de salariés et ça, donc voilà, avec des personnes qui conditionnent, avec des personnes qui sont à la qualité, avec les commerciaux. C'est vrai que nous, producteurs, c'est vrai que moi je dis toujours, on peut être un très bon producteur et puis pas savoir commercialiser son sel, quoi. Donc du coup, pour nous, notre choix, il s'est tourné vers la coopérative parce que voilà, on avait un esprit coopérateur et puis on peut aussi participer en étant administrateur ou en faire des salons ou voilà, on peut participer à la vie de notre coopérative, pas simplement livrer notre sel et puis après voilà, on peut s'intéresser à cette. Et à l'inverse, si tu as envie de ne faire que ton métier parce que c'est ton métier qui te plaît et d'être dans les salines, eh ben, tu peux compter sur quelqu'un d'autre qui va prendre le relais derrière Voilà. pour faire le reste, quoi. Et ce que tu disais aussi sur le stockage et du coup aussi, en fait, permettre que si une année, en fait, bah, vous avez moins de production, donc tu nous expliquais qu'en fait, vous étiez rémunéré en fonction de ce que vous rapportiez, donc Ouais, chaque livraison est pesée, et donc quelque part, si une année, vous récoltez moins, c'est lissé parce qu'on vous rémunère sur ce que vous vendez. Donc, vous allez ouais, vendre les stocks existants. Donc, il peut y avoir 3 ans de stock. Donc, si une année, vous avez un problème, c'est un peu moins grave parce que finalement, vous vendez le stock que vous avez encore à la coopérative. Et donc, ça lisse les ouais. effets de saisonnalité, enfin, des effets de climat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah oui, parce que voilà, ce qu'on nous demande des fois, c'est pourquoi vous ne bâchez pas les salines, pourquoi on fait pas comme des grandes serres donc voilà, c'est pas possible. Et puis ça serait vraiment trop onéreux, quoi, de tout couvrir. Et puis donc en fait, la solution, bah, c'est de stocker en fait du sel pour justement prévenir les mauvaises saisons. Alors, on parle justement des mauvaises saisons. Est-ce que vous vivez, vous, et vous le ressentez, des impacts par exemple, du réchauffement climatique? Est-ce que ça, vous le ressentez, vous? Alors ouais, enfin, ouais, moi je trouve que plus ouais, la dernière mauvaise saison, je, ouais, ça remonte à quand même quelques années, quoi, où vraiment on a fait euh, pas beaucoup de récoltes. Moi, j'ai l'impression, ouais, qu'on a des étés quand même assez chauds. Alors après, on peut dire il y a 20 ans, 30 ans, il y a eu aussi des saisons chaudes, mais on s'aperçoit quand même que, ouais, ça, on a des saisons qui durent aussi dans le temps, quoi, qui vont commencer tôt et puis qui vont aussi terminer assez tard, en fait. Donc, Cette année, après, c'est pas, ça a été particulièrement le cas, hein, cette année, non? Tu m'avais dit que tu avais ouais, une ouais, saison très, très longue. Ouais, ouais. Donc, en fait, le ouais, réchauffement climatique, il va plutôt dans votre sens, vous? ouais, c'est dommage de dire ça. Alors après, ça peut aussi déclencher parce que comme on a vu des gros orages, c'est vrai que si on se prend par exemple un énorme orage en début de saison, on peut attendre un mois ou plus pour refaire du sel, quoi. Ça peut être ça aussi. Pour l'instant, non. On a eu quand même 2 arrêts de 3 semaines cette année. Donc on avait commencé fin mai à faire du sel, ce qui était quand même très tôt. Et puis on s'est arrêté 3 semaines fin juin, juste début juillet. Et puis à nouveau, on s'est arrêté. Donc après, on a travaillé jusqu'au 15 août. Et on s'est arrêté à nouveau 3 semaines. Et c'est vrai on se demandait si on allait redémarrer. Et puis en fait, on a redémarré au mois de septembre. Donc c'est pour ça que la saison a été sur du long terme là, ouais, cette année. Ouais, ouais. Alors tu parlais Mm. d'orage, mais j'ai aussi souvenir que tu avais évoqué, des catastrophes naturelles un peu plus compliquées, des tempêtes notamment, qui ont eu des Ouais, conséquences, là pour le coup beaucoup plus, importantes, hein, ouais, qu'un simple entre guillemets «orage». C'était ouais. quelle tempête? Je sais plus, tu nous en avais parlé, mais je me souviens La plus du nom. Xynthia, Xynthia, quelle c'est ça. année c'était? Ouais, Xynthia, ouais. Où là, ouais, toute une partie du marais salant a été inondée. Et on a une digue qui protège le marais salant juste entre l'océan et le marais, qui a eu des impacts, une trentaine d'impacts en fait. Donc l'eau
passait. Donc il a fallu tout réparer. Et on était au mois de mars, donc on avait déjà bien commencé, fin février, début mars, on avait commencé déjà à bien préparer nos salines pour l'été. Donc là, tout le monde s'y est mis pour réparer cette digue et puis aller aider les collègues qui avaient dont les salines avaient été endommagées. Ouais. Donc ça peut être ça, ça peut être des grosses tempêtes, ça peut être Ouais, vous êtes quand même soumis, c'est un travail naturel dans la nature, donc vous êtes soumis aux éléments extérieurs, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Pour l'anecdote, c'est vrai que quand on commence à nettoyer nos salines au mois de janvier, c'est vrai que souvent on se dit, bon, on prépare pour quel été, quel style d'été on va avoir. C'est vrai, on est tout le temps... De toute façon, ce travail-là de préparation, faut qu'il se fasse, même si on a un été où il pleut tout l'été, quoi. Donc, mais il faut quand même nettoyer. On sait jamais. Ça me fait penser à... J'avais vu une vidéo sur des gens qui... des vignerons, pardon. Je trouvais plus le terme. Tu sais, ils sont soumis pareil. C'est-à-dire qu'ils sont à 2 jours de la récolte. Ils ont les super raisins qui vont être magnifiques. Ils ont une saison de malade. Donc ils se disent, mais là, les raisins, ça va être une cuvée de malade. Et l'avant-veille de la récolte, il y a un énorme orage et ils perdent tout. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et oui, effectivement, et c'est une capacité de résilience quand même, d'accepter, parce que tu refais ça l'année d'après. Chapeau bas, quoi, parce que tous les métiers sont pas quand même soumis comme ça à des aléas que l'homme ne peut pas contrôler, quoi. Il y a pas moyen, tu peux faire ce que tu veux, tu ne contrôleras pas ça. Nous, souvent, ce qu'on dit par rapport aux vignerons, quand même si on a un gros orage au mois de juin, alors après, il peut pleuvoir tout le reste de l'été, mais tout n'est pas fichu, quoi. Nous, l'eau va s'évaporer à nouveau et on va en ramener. Et c'est vrai qu'on se dit par rapport aux viticulteurs, eux, une grêle, pareil, même pour les vergers aussi, une gelée, et puis ça y est, toutes les fleurs gèlent et il n'y a pas de fruits. Nous, il y a toujours un espoir. Jusqu'à la fin de l'été, des fois, même s'il pleut, on se dit toujours, ça va démarrer quand même. Mais mais on a eu des étés où on tape sur 30 jours de récolte. Il y a eu des étés où on avait 3 jours de récolte, quoi, parce que il pleuvait tout le temps. Donc là, c'est vrai qu'à la fin, on n'espère plus, quoi. Bon, et tu me racontais aussi quelque chose, on parlait des aléas climatiques, le coût de la réparation de la digue après la tempête Xynthia. Ça soulève un point qui m'avait touchée quand on en avait parlé, tu avais évoqué, après la visite, on avait un petit peu papoté toutes les deux, et tu évoquais en fait la solidarité entre vous, parce que je crois que je t'avais posé la question, mais s'il y en a un de vous qui tombe malade, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, qui prend la suite? Et tu m'avais raconté un petit peu qu'il y avait assez facilement une solidarité qui se mettait en place entre vous. Si y a un collègue qui se blesse pendant l'été, qui tombe malade, en fait, très rapidement, tous ceux qui sont autour, les voisins, vont faire un planning pour aller récolter son sel. On va pas laisser sa récolte, le laisser sans récolte. Donc ça va s'organiser. Après, ça s'organise aussi avec les stagiaires, où les stagiaires vont en prendre un petit peu plus. Mais là, nous, on a un collègue cet été à qui c'est arrivé. Donc pendant une semaine, en fait, ils se sont relayés pour aller prendre son sel. Donc c'était peut-être une fois dans la semaine, quoi. Mais il y a une solidarité importante, comme il y a une solidarité quand un jeune s'installe et qu'il a une saline en friche. Eh bien, les collègues vont aller l'aider pour la remettre en état, quoi. Ils vont pas le laisser tout seul. Ouais, mais c'est sympa, c'est pas un métier... C'est un métier, je crois, à la fois solitaire, parce que quand vous êtes dans vos œillets, vous êtes tout seul. C'est-à-dire que de mémoire, à moins que tu aies un apprenti ou un stagiaire, hein, bien sûr. Mais sinon, globalement, c'est pas un métier que vous faites en équipe. Mais il y a tout un réseau, en fait, de paludiers, et ça compense un peu ce métier solitaire, on va dire. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, je le vois en deux périodes. Il y a la période automne, début d'hiver, où là, ça va être des chantiers d'équipe. Là, on va voir les collègues. Et puis, à partir du moment où on commence, nous on dit habiller notre saline, donc la nettoyer pour l'été, où là, ça y est, là, on va commencer à être tout seul. Et c'est vrai que l'été, là, on est vraiment dans nos exploitations.
Après, on se revoit quand on livre notre fleur de sel, et puis à la fin de la saison quand on livre notre gros sel, quoi. Mais Ouais. autrement, et puis bah si alors, on va croiser les voisins, voilà, quand on passe sur les marches, on se voit, on se dit bonjour, mais ouais, chacun est sur son exploitation, quoi. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut pas avoir peur aussi de travailler tout seul. Il y a des moments où on se dit, ben voilà, à part avoir parlé aux oiseaux, on n'a pas vu grand monde, quoi. Ouais. Bon, mais il y a des gens qui recherchent ça, au contraire, hein, donc c'est pas mal, hein. Alors justement, tu disais que ça dépendait des saisons. Est-ce que, et tu en as un petit peu parlé, hein, au démarrage, est-ce que tu peux nous donner les grandes saisons et qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui se passe à chaque saison? Et du coup, parce que c'est pas tant que je veux savoir comment fonctionne une saline, mais aussi comment toi tu organises ta vie aussi, parce que ça a des impacts, c'est sur une vie perso, les moments de travail. Alors, on va parler de maintenant, en fait. Donc depuis octobre, là, depuis qu'on a livré notre sel, bah, ça va être quand même plus tranquille. À part si on a des gros travaux à faire sur notre saline. Souvent, c'est la période où voilà, on va être chez soi, on va profiter d'inviter les amis, de bouger un peu, voyager. Et puis généralement fin janvier, eh bien on recommence fin janvier début février, bah, à nettoyer, à habiller notre saline. Donc là, on y va aussi crescendo, hein, ça commence février, voilà, les jours sont plus courts. Puis plus on va aller vers le printemps et plus on va augmenter les journées de travail. Et puis quand la saison est prête, enfin quand la saline est prête, eh bien là on va attendre le sel. Donc des fois, cette année non, mais dès fin mai on a commencé à récolter du sel, et puis après on a été 3 semaines à l'arrêt à attendre parce que là il faisait pas beau, donc il y avait plus grand chose à faire en fait dans les salines. Et puis on attendait que la pluie cesse. Mais voilà, après, ça va être du travail. Par contre, même si il a plu, on va pas se dire, bah allez, on se prend des petites vacances là. Non, on reste quand même à surveiller parce qu'il faut surveiller quand même les niveaux d'eau. Faut à partir du moment, ouais, je dirais à partir de février-mars, là, on reste sur nos salines, quoi. Et puis bah après, voilà. Donc ça veut dire que vous avez un rythme quand même qui est assez décalé par rapport aux gens classiques, on va dire, qui partent en vacances, les fameux juilletistes et haussiens. Ouais, Comment, ouais. qu'est-ce que ça a comme impact, tu vois? Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas dispo en même temps que les amis, mais aussi en même temps que les vacances scolaires des enfants. Comment ça se gère? Et en plus, vous êtes tous les deux à bosser avec ton mari, donc comment ça se gère ça? Bah, c'est vrai qu'avec les enfants, alors bon, quand ils étaient plus petits, c'est vrai que j'étais pas complètement dans la saline. Je prenais du temps aussi pour être avec eux. Mais bah, les enfants des paludiers connaissent la saline, hein. C'est un peu leur terrain de jeu quand même, hein. Donc voilà, on les emmène avec nous. Il y a Il y pire a pire, ouais. comme terrain de jeu, hein, je t'assure. Ouais, c'est vrai que là maintenant, bah, quand ils sont grands, c'est vrai qu'ils ont quand même des bons souvenirs de jeux. Et puis bah voilà, ils invitaient les copains, les copines à venir jouer sur la saline, quoi. Et puis bah après, dès qu'ils commencent à être autonomes, bah voilà, ils ont le vélo. Et puis la plage est quand même pas loin non plus. Donc c'est quand même, voilà, on est quand même dans un lieu où les gens viennent en vacances. Donc on peut profiter aussi, enfin en tout cas nos enfants quand ils commencent à être plus grands, aller à la plage tout seul, quoi. Donc c'est pas un gros souci. Et puis bah c'est vrai, ouais, que c'est quand même un peu bah, quand on est en période de sel, ouais, faut s'organiser, quoi, pour les courses, les repas, pour que voilà, parce qu'on continue à manger. Donc c'est vrai que c'est un peu la course quand même, bon, comme beaucoup de métiers saisonniers. Et puis, je dirais, des fois, ce qu'il faut aussi gérer, bah, c'est les à-coups dans le travail où on travaille à fond, puis tout d'un coup, il pleut, et puis bah là, pof, on n'a plus rien à faire. Enfin, donc on a des moments où bah, on a du mal à se remettre dans autre chose, quoi. Voilà, ça retombe. Et puis le soleil revient, le vent revient, et hop, faut repartir, quoi. Puis là, ça repart à fond, des fois. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu ça qui peut être compliqué à gérer, en fait, ces à-coups, Oui, c'est pas comme un métier où tu te dis, «Bon allez, j'ai fini telle action, j'ai 3 semaines devant moi, bah allez hop, je vais voir des amis, je pars en province, je vais voir ailleurs». ouais,
Non, non, on sait jamais. Comme là, cette année, c'est vrai que je pense qu'on était assez nombreux à se dire, mais quand est-ce qu'elle va se terminer, quoi, cette saison, quoi, parce que bon, on était contents parce qu'on avait on avait du sel. Mais il y a un moment, parce que quand on est salarié, on sait qu'on travaille 3 semaines et puis les vacances arrivent. Là, on ne sait pas forcément quand est-ce que ça va arriver, quoi. Donc des fois, ça peut être aussi, c'est pas toujours facile à gérer, quoi, ce genre de. Oui, c'est quoi, ça fait partie du métier, quoi. Donc, ouais. Voilà. Et après, on sait qu'on a on a 2 ou 3 mois après où c'est quand même plus tranquille, quoi. Donc, Bon, et du coup, là, c'est le moment qui est un peu calme où tu pourrais être en train de vadrouiller et malheureusement, tu as le confinement. Donc, du coup, ça doit pas être facile, non? ouais. Bah, c'est vrai que ça a été un petit coup dur quand même. Bon, on a réussi à partir en vacances, donc on est quand même chanceux. On avait sans doute flairé le truc. On est rentré 2 jours avant le confinement. Mais bon, bah après, c'est une période où effectivement, normalement, on est à la maison, on fait des choses. Mais c'est vrai qu'il y a le côté social, quoi, où là, normalement, on voit les copains. Donc, ouais. Alors, l'été, juste pour qu'on rentre en fait vraiment très concrètement dans ta vie, qu'on essaye de s'imaginer, je suis paludier, qu'est-ce que c'est ma vie? Donc, on va plutôt prendre pendant l'été, au moment où il y a le plus grosse activité. Tu peux nous décrire ta journée type? Alors, le matin, bah, c'est lever assez tôt, parce que c'est vrai que c'est là où il fait le moins chaud, donc pour aller récolter le gros sel, parce que le gros sel, donc on en récolte le matin. Après, alors nous, on a Anaïs, c'est quoi tôt? une habitude, on, tôt, alors ça peut être 5 heures, 5 heures, ouais. On n'a pas tous la même définition du tôt, c'est pour ça que je te demande. Ouais, ouais, non. Quand on se lève à 6 ou 7, on dit qu'on fait une grasse Ah mat, oui, hein. d'accord, on n'a définitivement pas du tout la même définition. Je confirme. Ok. Ouais. Et puis alors nous on a quelque chose, voilà, on essaie ouais, d'aller tôt et avoir en fin de matinée aller se baigner. Voilà, ça c'est maintenant c'est quelque chose auquel on a pris l'habitude et ça, la plage est pas loin, donc petit bain fin de matinée. Canon. Et puis début d'après-midi, bah là c'est sieste généralement. Et puis bah, on redémarre après sur les coups de 3h30, 4 heures, voilà, pour donc il y a la fleur de sel et puis le gros sel qu'on n'a pas pris le matin, on termine le soir. Donc après on peut travailler jusqu'à 21h, ouais, à peu près, ouais. 20h, 21h. Ouais, tu dois en avoir plein les pattes quand tu finis ta journée quand même, hein. On est content de s'asseoir, ouais, c'est vrai. Moi, je sais que quand je rentre, si j'ai encore quelque chose à faire ou voilà le repas à préparer, je ne m'assois pas en rentrant et je m'assois une fois. Parce que sinon, tu peux plus te relever, c'est ça? Après, on se retrouve plus, ouais, non, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, je veux bien croire, je veux bien croire. Et alors d'autant plus que, donc tu disais, je veux pas dire de bêtises, mais tout à l'heure tu disais qu'en moyenne vous aviez entre 40 et 60 œillets, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, mais et on est bien d'accord que tu peux pas dire: «Bah, je fais la moitié aujourd'hui et puis, j'irai chercher la fleur de sel, de l'autre moitié dans 2 jours». C'est un travail qui est Non, quotidien non, parce non. que sinon tu perds ta récolte, hein, c'est ça? Ouais. Ah ben, c'est vrai que le gros sel, si on le prend pas, bah, toute l'eau va s'évaporer. Et puis, bah, pour le ramasser, il va falloir rajouter de l'eau et pour le récolter. Et donc, bah, on en perdra. Ouais, 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 donc il y a quand même un impératif, hein. ouais, 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 ouais. Bah oui, oui. Tant que en fait le sel est là, bah, tous les jours, on va travailler, quoi. Que ce soit le dimanche ou jour férié, il y a que la pluie qui va nous arrêter en fait, qui va nous donner nos jours de congé. Mais on n'espère pas non plus en avoir trop. Ouais, ouais, exactement, ouais, juste ce qu'il faut pour se reposer, mais pas trop non plus pour avoir un max de récolte, quoi. Voilà. Et je me souviens que tu racontais que les jeunes exploitants, donc ils achetaient des œillets et en fait, mais bah, au démarrage, tu achètes ce qui est disponible, donc ils pouvaient avoir en fait des œillets avec beaucoup de distance quoi entre chaque œillet, donc avec nécessité de reprendre la bagnole hein, pour aller dans chacune de leurs parcelles. Ouais, C'est le cas? ouais, ça peut être très morcelé, ouais, en effet. Alors après, on achète ou on loue, parce qu'on peut louer aussi, hein, comme des terres agricoles, les, les œillets. Mais c'est vrai que bah, y a des collègues, des fois,
qui font 2 heures de route dans la journée, quoi, entre chaque saline, parce que ils prennent ce qu'ils trouvent en fait. Donc c'est vrai que l'idée, c'est quand même d'essayer de se regrouper après. Donc la plupart du temps, c'est possible au bout de quelques années de se regrouper parce qu'on entend parler d'un paludier qui laisse quelques œillets. Donc si c'est proche de sa production, son exploitation, on va essayer de se regrouper. Mais c'est vrai que le problème en ce moment, ça va être de trouver des parcelles assez proches en fait les unes des autres pour avoir toute son exploitation regroupée. Ouais. Ouais, et donc justement, ces jeunes qui arrivent, donc tu disais effectivement, on peut soit acheter, soit louer. C'est un gros budget. Enfin, je veux dire, ça nécessite d'avoir de l'argent de côté pour s'installer en tant que paludier, ou c'est quand même un métier qui reste accessible? Alors non, c'est un métier qui reste accessible. Après, c'est pouvoir vivre. Alors, si on est à la coopérative, c'est vrai qu'on fait nos stocks et c'est pouvoir vivre pendant 3 ou 4 ans en fait sans avoir de gros revenus. C'est ça qui va poser problème au départ, parce qu'après les outils, c'est pas ça va pas être un gros budget. Et puis on peut louer aussi les salines où c'est pas non plus énorme en fait de fermage. Mais ça va être ça va être de pouvoir vivre. Et puis l'été, on embauche des saisonniers, donc il va falloir aussi de l'argent pour payer ces saisonniers pendant l'été. Donc c'est vrai que ça peut être les premières années où le temps de faire son stock, eh bien d'être en paiement complet en fait à la coopérative, qui va peut-être, qui peut poser problème, quoi, à un jeune qui va s'installer. Donc là après, ça, on fait un emprunt ou voilà pour pouvoir vivre pendant ces années-là. Il y a beaucoup de jeunes qui, tu sens qu'il y a un renouvellement et que c'est un Ouais. métier qui est de nouveau en poupe, et tant mieux d'ailleurs, mais c'est le cas? Ouais, ah ouais, il y a beaucoup de jeunes, la profession est assez jeune, hein, la moyenne d'âge est de 42, enfin, le dernier chiffre, ouais, c'était 42 ans. Et il y a énormément de jeunes qui souhaitent faire ce métier-là. Alors, on peut pas faire ce métier-là en sortant d'un bac, par exemple, ou à 18 ans, quoi. Généralement, les jeunes font une formation avant. Et souvent, sur les plus de 23, 24 ans, en fait, après avoir fait leurs études, ils viennent faire la formation. Mais avec beaucoup, déjà, ont l'idée depuis leurs 18 ou 20 ans d'être un jour paludier. Et du coup, ils ont fait quoi comme études? En général, c'est quoi? Ils ont fait des côté agricole, c'est ça? Alors certains, oui, qui va les amener dans pisciculture, conchyliculture, mais à aussi des études de commerce. Il y a toutes sortes d'études en fait avant de faire ou des jeunes qui savent pas trop où aller, qui font des études et puis après voilà qui travaillent dans ce qu'ils ont fait et puis qui viennent après au Marais ou qui reviennent parce qu'on a aussi pas mal d'enfants de filles ou fils de paludiers qui reviennent au Marais. Mmh. Là, Ça doit être génial. ouais, ça c'est bien, ouais, ça montre que en fait c'est un métier où on peut en vivre quoi, maintenant, alors qu'il y a 30 ans c'était pas le cas. Alors c'était justement une de mes questions. Est-ce que tu considères qu'on peut vraiment en vivre de ce métier-là, au-delà d'être, génial? Est-ce que, donc oui, on peut en vivre, quoi? Ah bah oui, oui, oui. Ouais, bah oui, nous, on vit de ça. Enfin, ouais, moi j'ai arrêté de travailler il y a 17 ans, enfin de ce que je faisais avant, et on est tous les deux sur l'exploitation et voilà, on vit de notre travail. Ouais. Ouais, c'est génial, et j'imagine que le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient de retour et qui soient intéressés par, qui sont intéressés par ce métier, c'est top parce que, il doit y avoir, comme dans tous les métiers, beaucoup de départs, enfin des fameux baby boomers là qui partent à la retraite, il doit y avoir beaucoup de paludiers sur le départ, non? Ouais, là ça commence, ouais, mais il y a eu un moment où il n'y en avait pas parce qu'en fait, les paludiers donc sont revenus au Marais il y a 30 ans, donc les plus jeunes paludiers. Donc avant qu'ils partent en retraite, il y a eu il y a quelques années à passer. Là, ça y est, là. Et puis alors dans notre travail, en fait, on diminue petit à petit. Donc en fait, quand on part à la retraite, on n'a pas les 60 œillets. Généralement, on part à la retraite avec 42, 42 œillets. Donc, quand on diminue petit à petit, ça, c'est des œillets
qu'on peut laisser aux jeunes paludiers qui arrivent, quoi. Ouais, Donc ça se fait tranquillement. oui, tu lâches petit à petit, et c'est pas Voilà, plus mal parce que ça permet à des jeunes aussi de se mettre dessus voilà. et de démarrer l'activité, quoi. Et petite question, est-ce que toi, tu as un de tes enfants qui va reprendre ou pas? Parce que tu disais qu'il y avait des enfants de paludiers qui revenaient. Alors, est-ce que c'est le cas chez vous ou pas? Peut-être, s'il m'entend. Ouais, il en parle. Ouais, il y en a un sur les 4 qui a pris 5 œillets de notre exploitation cet été, qui avait envie de voir ce qu'était le gros sel. Alors, ils ont tous cueilli la fleur de sel, hein, pour se faire un peu d'argent de poche l'été. Puis bah lui, voilà, il en a pris 5. Et puis là, récemment, il nous demandait si on n'avait pas envie de diminuer un peu plus pour qu'il en prenne un peu plus. Alors Ils vous chassent à la retraite? ouais, voilà, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, bah dis donc, on a encore du temps. Mais bon, on commence à, voilà, si on parle de diminuer, moi, c'est vrai que ça nous ferait plaisir de, bah, évidemment, si il disait qu'il voulait être paludier, quoi. Mais on lui dit, bon, réfléchis bien quand même. Ben voilà, on serait quand même très content si. Oh, j'imagine que ça doit être une énorme fierté, tu vois, de se dire que tu as réussi à transmettre, parce que c'est un métier que vous avez fait par envie, tu vois, et donc et par passion, et donc de se dire que tu arrives à transmettre ça à un de tes enfants, et d'ailleurs à tous tes enfants, parce qu'ils revient, c'est pas qu'ils travailleront pas forcément, mais ils auront envie de se refaire des pique-niques dans une saline, tu vois, ça s'oublie pas, c'est pas possible. Oui, ils aiment tous le marais, quoi. C'est bon, maintenant ils habitent dans le coin, mais on a une fille qui était sur Paris. Et quand elle revenait, elle aimait bien aller se balader dans le marais, quoi. Et puis l'été, comme elles nous disent, enfin les deux filles, bah, nous on aime bien le marais, mais pour l'apéro. C'est très bien, tu m'étonnes. Tu as d'autres activités puisque je t'ai rencontré en tant que guide. Est-ce que vous êtes nombreux dans les paludiers à faire cette autre activité, ou est-ce qu'il y a d'autres activités aussi, d'autres complémentaires qui peuvent être exercées? Alors on est une petite quinzaine à faire des visites en tant que paludier. Donc après c'est selon nos disponibilités ou l'envie aussi de faire plus ou moins de visites. Après, moi, je fais partie d'une association universelle. Donc là, c'est une association qui part en Afrique de l'Ouest pour montrer enfin, voilà, faire des salines sur bâche auprès de productrices. Et donc là-bas, ils font du sel plutôt indigène, donc avec du feu. Donc ils détruisent la mangrove, hein, ils coupent le bois de la mangrove pour faire du feu, pour faire des salines. Et donc cette association est née d'un paludier qui est allé au Bénin au départ. Et voilà, en voyant comment on faisait du sel, là-bas il y a du soleil, il y a du vent, donc il s'est dit, bah, normalement on pourrait refaire la même chose qu'à Guérande. Sauf que le sol n'est pas argileux comme ici, donc en fait on tend des bâches. Donc j'ai eu l'occasion de partir déjà 2 fois en mission pour pendant l'hiver pour faire du sel. Et tu fais quoi du coup? Vous créez les salines, vous les formez aussi, j'imagine, c'est ça? Ouais, alors c'est plutôt la pose de bâche en fait. On crée pas des salines comme à Guérande parce que ça fonctionne pas de la Oui, même oui. façon, mais on va leur montrer comment voilà tendre une bâche, voilà mettre de l'eau pour voilà avoir un certain niveau d'eau pour ensuite faire du sel grâce au soleil et au vent. Je suis très impressionnée, ça doit être une aventure géniale, non? Ah bah ouais, ça c'est vraiment une très très belle expérience parce qu'en fait on apprend aussi d'eux comme ils apprennent de nous, quoi. C'est vraiment un échange très très intéressant. Ouais. Et Et donc ouais, puis c'est une façon de sortir un peu de Guérande, quoi, puis d'aller voir autre chose. Et donc du coup voilà, moi je suis partie 2 fois et j'interviens dans les classes pour justement parler de ce projet et du développement durable, donc dans les primaires et collèges et lycées. à Guérande? À Guérande, ouais. Enfin, Guérande et puis la presqu'île, ouais. Ouais. Ouais, donc tu as quand même, énormément de casquettes, hein, dis donc, tu fais plein de trucs. Ouais, bah, c'est une des voilà, c'est une des possibilités, voilà, quand on a ce temps libre, en fait, de pouvoir faire autre chose, tout en restant dans ce milieu du sel, en fait, de pouvoir apporter autre chose
ailleurs, quoi. Ouais. Ouais, c'est très enrichissant et j'imagine. Tu peux nous donner le nom de l'association? Je trouve que c'est intéressant aussi de peut-être qu'on puisse aller voir le site ou la présentation, en tout cas, de l'association. Ouais, bah, c'est universel, univers et celle. D'accord. Tu as dû faire de formidables rencontres là-bas. Est-ce que t'as un souvenir particulier d'une rencontre qui t'aurait ou d'un souvenir un peu particulier? Bah, c'est avec une femme alors j'avais rencontré l'année d'avant, donc on s'est revus dans son village parce que c'est là qu'on allait faire la formation, donc pour former des femmes aux production solaire. Et puis le dernier jour, avec mon collègue, donc on essaie. Alors là-bas, ils parlent plutôt portugais, mais c'est plutôt du créole portugais. Et puis en plus, il y a les dialectes. Donc ils nous apprenaient des mots, donc on a beaucoup ri, quoi. Et puis il y en a une tout d'un coup qui est arrivée, très classe. Elle s'était mise un pantalon noir avec un t-shirt et elle nous a fait un défilé de mode, vraiment, voilà, comme à la télé, quoi. Et vraiment, ça a été une connivence. Là, c'était vraiment super, quoi. Et elle s'était toute bien habillée. Enfin, c'était pour le dernier jour, quoi. C'était vraiment super, quoi. Tu restes combien de temps en général? 15 jours. Ouais. Donc en fait, on est vraiment dans le village, quoi, avec elle pendant. Oui, tu intègres le village et la communauté, quoi. Tu vis comme eux, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Donc même si là après c'est au niveau langage, compréhension, c'est pas toujours facile, mais en fait on s'aperçoit que dans les gestes on arrive à communiquer, quoi. Puis en plus comme on travaille ensemble, euh, bah ça crée du lien. Et comment c'est financé en fait? Parce que bon, il faut payer tout ça, les voyages, le déplacement. Je sais pas si vous amenez du matériel. Bah en grande partie l'Union européenne qui finance, et puis après bah, il y a des fondations qui participent. Et puis bah, des donateurs privés aussi qui croient au projet. Ouais. Donc, Et donc la personne qui l'a créé, comment, enfin bon, moi je suis toujours un peu étonnée. Comment tu as l'idée de te dire que tu vas aller et contribuer à des créations de salines dans un autre pays qui est complètement différent? Je suis assez admirative. Comment ça lui est venu? cette personne en fait, est allée là-bas en vacances et quand il a vu qu'il récoltait du sel, mais en brûlant du bois, en fait, ben, pour l'environnement, voilà, il s'est dit que ça le faisait pas, quoi. C'était qu'il y avait forcément une autre solution. Et c'est vrai que moi j'ai vu les premiers films où ils ont essayé de creuser, de faire des œillets comme ici, quoi, en disant bah voilà, c'est ce qu'on sait faire, donc on va le faire. Puis ça n'a pas fonctionné parce que l'eau, la terre n'était pas imperméable. Et donc après, voilà, en réfléchissant, ils ont vu qu'en tendant des bâches, ça pouvait aussi faire des cristallisoires, quoi. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et donc après, il a fallu aussi convaincre voilà, les productrices que ça pouvait fonctionner, parce que voilà, après il y a des habitudes, des croyances que le sel indigène est meilleur que le sel solaire. Enfin, et puis ben voilà, après il y a eu des projets en Guinée-Conakry et là c'est en Guinée-Bissau et au Sénégal. Donc voilà, après ça se sait, donc il y a eu des demandes de fait auprès de l'association, quoi, pour aller étudier si c'était possible. Et vous de faire sur partez place. chaque année? Oui, alors il y a une dizaine de missions parce qu'il y a le sel, mais il y a aussi le riz. Alors même si nous on ne sait pas faire le riz, mais c'est le même circuit hydraulique, hein, plus ou moins, pose de tuyaux pour pouvoir justement amener le riz l'eau dans les rizières. Donc en fait, les paludiers font aussi, enfin les collègues qui partent vont aussi pour les rizicultures. Donc là, c'est plutôt les Guinéens qui apprennent la production de riz, mais les paludiers, eux, apportent la méthode pour tous les circuits hydrauliques, hein. Donc c'est vraiment un échange, quoi, de savoir-faire. En tout cas, donc tu as plein d'activités. Ce que je comprends, c'est des activités de cœur. C'est pas forcément des activités de complément de revenus. C'est pour ça aussi que je te posais toutes ces questions. Ça m'amène une autre question. En fait, quel statut vous avez? Tu vois, est-ce que t'es salarié? T'es quoi en fait? Non, on est exploitant agricole, hein. Ok, d'accord, ok. Ouais. Mais voilà, on cotise à la MSA.
Et donc, vous êtes payé sur la quantité vendue de sel en fonction de la proportion de ce que vous avez récolté et ramené à la coopérative. On est indépendant, mais adhérent à une coopérative. Donc, voilà, où la commercialisation se fait par la coopérative. Si je te demandais, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est quoi tes joies? C'est quoi tes plus grandes fiertés? Ça, c'est marrant parce qu'on en parlait il y a pas longtemps à table. Et moi, ce que je préfère, c'est le printemps, l'habillage en fait, le nettoyage, même si c'est physique. Eh bien, c'est voilà, de finir sa journée, de monter, d'être sur le talus et de voir ce qu'on a, les ponts qu'on a fait, quoi. Voilà, les ponts là, toutes les petites séparations de bassins, ça j'adore. D'accord. Même si le sel c'est le cadeau, même si j'aime bien, mais l'habillage, je crois que c'est puis bah c'est voilà, on revient, on retourne au marais, on a l'impression de refaçonner tout ça et ça c'est plaisant. Il est beau le terme habillage. Oui, ouais. Ce que je dis souvent, c'est on habille notre saline d'argile, là, de son manteau ou de sa robe d'argile. Et alors, si tu devais donner des conseils en fait à des jeunes qui veulent s'installer paludier, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, c'est des conseils vraiment de toute nature, hein, en termes de personnalité, enfin voilà, tout ce que tu pourrais, voilà, si tu avais quelqu'un en face de toi, bah d'ailleurs ton fils, hein. Eh bien, c'est enfin, d'être souple, en fait, d'être souple dans sa tête pour accepter les aléas de la météo, les aléas. C'est quand faut aller travailler, voilà, on y va. Enfin, c'est même si c'est un week-end, même si on a prévu, par exemple, de faire une petite fiesta ou parce que on est invité à faire une petite fiesta et puis que c'est le moment de récolter du sel. Et ben voilà, faut être assez souple en fait pour se dire c'est le moment de bosser et puis on verra ça plus tard quoi. Donc Ok, super. Moi, je voudrais dire que pour ceux qui n'ont jamais visité des marais salants, alors je sais pas si ça fait ça qu'à moi, hein, mais il faut le voir en fait. C'est un cadre qui est un cadre de travail qui est quand même vraiment particulier et magnifique en fait. Il y a quand même un sentiment de calme et de bien-être dans les marais salants. Il y a très souvent pas de bruit parce qu'il n'y a pas de route. Donc c'est quand même très isolé. Il y a juste des petits chemins de terre où tu as potentiellement des cyclistes ou des randonneurs. Tu as beaucoup d'oiseaux. Tu as juste le vent, le soleil et les herbes. C'est quand même un cadre de travail qui est magnifique. Vraiment. ouais. C'est vrai qu'on a un bureau quand même qui est assez sympathique. Ouais. Un tout petit peu plus sympa que les tours de la Défense, hein. Je te confirme. Sans doute, ouais. C'est vrai qu'on n'hésite pas à aller se promener, même le week-end, aller faire un tour sur la Saline, même si on n'a pas de travail à faire. Voilà, c'est assez sympathique. Ouais. Bon, en tout cas, pour que tu dises que ça fait plus de 10 ans, 15 ans, tu disais que tu travaillais dans les salines et puis sûrement que tu y allais avant quand ton mari travaillait dedans. Et pour que tu y retournes même le week-end quand tu bosses pas, c'est que je vous assure, si vous n'avez pas l'occasion, pas eu l'occasion encore d'aller visiter des marais salants, mais faites-le parce que c'est vraiment un endroit vraiment particulier, très, très agréable. Donc, n'hésitez pas, puisque a priori, Anaï qui vit dedans, qui bosse dedans, il retourne même le week-end, donc c'est forcément une preuve que c'est que c'est canon. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tous ces échanges. J'espère que ça donne envie aux personnes soit de faire ce métier, soit tout simplement de venir te rencontrer ou faire des visites à Guérande. Donc je te remercie pour tout ça. Ben, merci Julie, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ah mais ne t'inquiète pas, j'ai entendu tout à l'heure le mot apéritif et barbecue, donc autant te dire que t'hésite pas c'est gentil. à venir, et puis je te présenterai ma tribu. Bon, avant de te quitter, tu sais, je t'avais posé une autre question, c'était de me lancer le défi, enfin que tu me lances le défi de découvrir de nouveaux métiers, alors soit des métiers que tu ne connais pas et qui t'intriguent, soit des métiers que tu connais, mais tu te dis que c'est intéressant que d'autres personnes que toi les découvrent. Est-ce que tu as pu réfléchir à ça?
Ouais, alors je suis une mauvaise élève parce que j'ai pas trouvé en fait Oh! de métier. Ouais, j'ai- ah ouais, j'étais. Enfin, tu vois, si. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est les métiers manuels, confection, couture, tu vois, tous ces trucs-là. Mais ouais, j'ai pas. Eh ben, c'est un beau métier, hein. Alors, sache que t'es pas la seule à m'avoir lancé ce défi-là, puisque j'avais rencontré Ouais. donc Sophie, qui est donc auteure de pièces de théâtre, qui m'avait lancé le même défi, en fait, en me disant, ma fille voudrait faire de la couture. Donc, s'il te plaît, Ouais. rencontre une personne qui a été dans des ateliers de haute couture, là, parce que sa fille avait une demande un peu particulière. Bon, bah super. Bah écoute, Ouais. merci beaucoup Anaïk, c'était une belle rencontre, donc c'est top, Ouais. c'est de bout en bout, c'est sympa parce que c'était une belle visite, une belle rencontre. Bah, merci beaucoup Anaïk, je te laisse profiter de ta soirée et puis à très vite. J'espère sincèrement que cette interview vous aura autant fait voyager que moi. Vous retrouverez en commentaire tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact ou de suivre l'actualité de la coopérative Terre et Mer à Guérande. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre compte Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!